Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire RH organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin autour donc du thème de la RSE qui va être notre fil conducteur de l'année pour nos différents webinaires. Donc, je suis Farideh Ali, je suis chargée d'affaires en formation chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et je suis accompagnée aujourd'hui d'Aurélie Dajarige, mon binôme. Bonjour Aurélie. Bonjour et bienvenue à tous. Donc Aurélie est aussi chargée d'affaires emploi-formation chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous accueillons aussi Sylvie Marquet. Bonjour Sylvie. Bonjour à toutes et à tous et ravie de vous retrouver également. Donc, Sylvie est responsable régionale au niveau de l'agence, au niveau de l'emploi-formation, entre autres. Et nous avons donc la joie d'avoir 3 intervenants aujourd'hui pour notre webinaire. Donc, je vais commencer par Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Vous aviez dû voir que c'était Didier, mais Valérie remplace Didier et elle est cofondatrice avec Didier du cabinet Minéo. Et donc, on a la chance d'avoir 2 intervenants entreprises aujourd'hui. On les remercie chaleureusement. Donc, Jennifer Josh. Bonjour Jennifer. Bonjour. Donc, pour la société Pays Install et Axel Broyer. Bonjour Axel. Bonjour à tous. Pour la société Néret. Donc, si tu veux nous dire quelques mots, Sylvie, d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour planter le décor, et puis après, on va enchaîner. Voilà, donc sans rentrer trop longtemps dans le détail, parce que le but, c'est pas de passer du temps avec vous sur notre structure, mais juste vous rappeler que l'Agence économique de la région, donc Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, est à vos côtés sur différents sujets d'accompagnement, à savoir le développement économique, l'Europe, l'international, l'innovation et les implantations d'entreprises. Et notre sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est donc l'accompagnement sur le sujet de l'emploi et de la formation, et que les équipes sont à vos côtés sur tous les territoires. On a bien sûr une antenne sur chaque département et des correspondants pour vous accompagner sur chacun de ces territoires. Voilà. Je ne vais pas rester plus longtemps sur ce sujet. Le but, c'est vraiment d'évoquer avec vous le sujet de la RSE, qui est un vrai sujet qui vous préoccupe tous, ou plus ou moins à ce stade, mais en tout cas, le mieux, c'est qu'on essaye de vous sensibiliser, de vous accompagner sur ces sujets et de vous aider à progresser, et on est ravis de vous retrouver tous les trimestres. Voilà. Sans plus attendre, je vais laisser la parole. Alors, voilà, donc nos intervenants. Juste quelques détails techniques avant de laisser la parole à Valérie. Donc, les micros sont coupés. Bon, on a de nombreux habitués, mais voilà, on rappelle pour les nouveaux participants. Vous pouvez poser vos questions via l'onglet chat questions et c'est Aurélie qui sera votre porte-parole. On a décidé que ça serait plutôt à la fin le temps des questions. Voilà. Donc, il y aura, ce webinaire est enregistré, il y aura un replay, vous recevrez la présentation. Voilà, donc Valérie, je te laisse la main pour aborder ce thème de webinaire, donc culture et valeurs d'entreprise, comment ces vecteurs d'attractivité et de fidélisation des salariés. Merci beaucoup et merci de me donner l'opportunité de partager avec vous quelques expériences, à la fois en tant qu'accompagnatrice dans le cabinet Minéo, mais aussi en tant qu'ancienne directrice générale de PME et de TI. Alors, pour commencer le sujet, comme l'a précisé Farida, si tu peux aller au slide suivant, s'il te plaît, le fil rouge de cette année, c'est bien le sujet RSE dans lequel s'inscrit le sujet de la RH, de la culture et des valeurs. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que ce sujet prend de plus en plus d'importance. Ça devient des enjeux de durabilité de l'entreprise. Durabilité dans un double sens. La première durabilité de l'entreprise reste sa durabilité, sa rentabilité économique, mais durabilité également dans le sens de comment elle fait les choses. Et la culture fait partie justement de ce comment. On voit bien que de plus en plus, l'ensemble des parties prenantes augmentent leur niveau d'exigence vis-à-vis de ces sujets-là. Alors, ça commence par les clients, les donneurs d'ordre qui peuvent vous demander d'avoir une démarche RSE, une notation sur ces sujets-là. Et vous voyez sur le graphe que les attentes des clients sont de plus en plus importantes dans le fait de définir ce sujet de RSE comme prioritaire. Il y a bien évidemment les réglementations, notamment le rapport de durabilité européen qui arrive à grands pas.
Il y a également les investisseurs. Si dans votre actionnariat, vous avez des fonds d'investissement, je pense que vous avez la joie de devoir remplir en début d'année, tous les ans, un questionnaire de quelques centaines de questions sur ces sujets. Il y a bien évidemment également comment vous adaptez votre offre par rapport à des demandes consommateurs qui demandent des emballages plus éco-responsables, une éco-conception de vos produits. Et puis, on a l'habitude de parler des attentes des jeunes générations qui demandent de plus en plus d'avoir la prise en compte des sujets RSE dans vos opérations, dans la manière de faire et de diriger votre entreprise. Alors, j'aurais tendance à dire qu'au départ, on parlait beaucoup des jeunes générations et je pense que c'est quand même en train de s'étendre à l'ensemble des collaborateurs. On voit bien qu'aujourd'hui, on a de plus en plus un souci d'engagement ou d'attractivité, de recrutement. Et c'est vrai que être capable de donner de la vision, du sens, s'appuyer sur une raison d'être et des valeurs incarnées permet souvent de gagner davantage la bataille à la fois de l'attractivité, mais aussi de la rétention et de l'engagement. Ce n'est pas tout de réussir à recruter. Il faut aussi qu'une fois que les collaborateurs soient présents, ils aient envie d'eux, ils soient eux-mêmes engagés et surtout aussi ils comprennent ce qu'il est attendu d'eux tous les jours. Alors depuis, en effet, 80% des dirigeants positionnent maintenant les enjeux ESG dans leurs 5 premières priorités et je ne peux que les encourager à faire ça et que vous encourager à le faire. Et on a l'habitude, alors les enjeux ESG, c'est environnement, social et gouvernance. On a l'habitude de dire chez nous qu'on est plutôt sur le GSE, c'est-à-dire d'abord travailler sur votre gouvernance, clarifier votre vision, clarifier votre ambition, être bien aligné entre la gouvernance opérationnelle et la gouvernance actionnariale, puis embarquer les équipes avec le S, avoir ce qu'il faut en place avec une culture forte, avec des actions concernant la qualité de vie au travail, pour pouvoir travailler sur la partie peut-être un peu plus technique de l'environnement. Farida, si tu viens placer au slide suivant. Et tout ça, finalement, c'est avant tout une question d'alignement, de clarté que l'on va donner aux collaborateurs. Ça commence souvent, et on s'appuie beaucoup sur la pensée de Simon Sinek entre le why, le how et le what, mais ça fonctionne pas mal pour essayer de structurer la manière dont vous avez construit quelques éléments fondamentaux au niveau de votre entreprise. C'est important de commencer par le why, c'est-à-dire la raison d'être. Pourquoi votre entreprise est au monde? Quelle est sa contribution? C'est un travail qui est important et qui permet ensuite d'ancrer à la fois le quoi, c'est-à-dire la mission, la stratégie influant sur la structure et l'organisation permettant de mieux définir les rôles et les compétences, et puis de s'appuyer sur cette raison d'être pour justement travailler sur les éléments culturels, les valeurs, mais aussi la manière de travailler ensemble, c'est les normes, les rituels, les langages, c'est aussi l'environnement de travail, comment vous organisez vos bureaux, vos sites, vos boutiques par exemple, et aussi comment vous reconnaissez la performance. Tout ça, ce sont des éléments qui caractérisent votre culture et il est important que le why soit présent pour aligner à la fois la partie du quoi, la mission, la stratégie et la partie culturelle sur laquelle nous allons nous concentrer davantage ce matin. Alors la culture, c'est quoi? Parce que c'est compliqué à définir, c'est souvent assez intangible. On a pour habitude de dire que c'est la personnalité de l'entreprise. Elle intègre les valeurs, mais aussi la manière de travailler ensemble. Comment on écrit des mails, comment on communique, comment on se parle, comment on se dit bonjour le matin, comment on ouvre ou on ferme les portes dans un bureau, comment on privilégie les temps de pause café ou les temps de parole dans les couloirs. C'est aussi la façon dont les choses sont faites. Et probablement, la partie la plus importante, c'est bien de se rappeler que c'est avant tout l'équipe de direction qui va incarner et entretenir cette culture. Il y a un devoir d'exemplarité ou d'alignement ou d'incarnation de la part de l'équipe de direction qui est très forte par rapport à des valeurs qui peuvent être affichées sur des murs, mais si elles ne sont pas vécues et incarnées avant tout par l'équipe de direction, ce restera des beaux mots affichés sur les murs. Pourquoi c'est important cette culture? Farida, tu veux passer au slide suivant?
Parce que c'est un facteur de performance, parce que vous savez, tous les matins, c'est important d'avoir des collaborateurs qui sont engagés, qui vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes, qui vont être motivés pour venir au bureau, puisque ça devient aussi un sujet après la mise en place du télétravail. J'entends quelques dirigeants qui me disent ne plus savoir comment faire revenir les personnes au bureau. Et pourtant, les moments de bureau sont les moments de collectif, les moments où il y a un peu de chaleur humaine et où souvent dans des activités où on a besoin de créer des choses, d'être innovant et de penser différemment, c'est important de privilégier ces moments collectifs. C'est donc le comment qui va décliner la stratégie de l'entreprise et ça va être la base des comportements. Tu peux passer. C'est important de parler justement de ce lien entre la culture et la stratégie. Donc, je l'ai fait précédemment dans le schéma où vous voyez que ça part de la raison d'être, ça permet de définir la stratégie, la mission et ça permet de définir la culture. Mais si vous avez une culture dysfonctionnelle, vous pouvez avoir les plus beaux decks stratégiques et plans stratégiques. Ce sera compliqué de les exécuter. Je l'ai vécu personnellement dans mon passé de dirigeante, notamment dans les situations d'intégration, d'acquisition, mais aussi quand on essaie de gérer une transformation, d'aller vers de nouveaux territoires. Si on n'a pas une culture forte, si on n'arrive pas à embarquer les équipes, il y a beaucoup de stratégies qui resteront au fond des tiroirs et qui ne seront pas forcément exécutées. Merci. Alors, facteur de performance, j'en parlais tout à l'heure. À gauche, je pense que c'était important aussi de préciser que d'une manière générale, quand on investit sur ce sujet de RSE, vous avez deux graphiques qui vous montrent que ça génère de la performance supplémentaire. On a peur très souvent quand on arrive avec, il va falloir lancer une démarche RSE, de se dire ah là là, c'est encore des ressources, c'est encore du coût supplémentaire, et finalement, je n'arriverai pas à transmettre ça dans les prix, donc je ne vais pas aider ma performance. Or, on a de plus en plus d'études qui montrent qu'au contraire, travailler sur ces sujets-là permet de gagner en performance et de plus en plus également permet de gagner en valorisation. Les fonds d'investissement, les investisseurs vont de plus en plus regarder ces sujets-là. Le sujet ESG ou RSE commence à être pris en compte dans les valorisations dès aujourd'hui par les fonds d'investissement et les investisseurs. Les banques commencent à, vous savez, proposer des prêts avec des taux bonifiés sur les démarches RSE et bientôt prendront en compte à hauteur de 50% de la note de crédit les démarches RSE. Donc, c'est de plus en plus important d'aller sur cette démarche. Sur le sujet plus spécifique de la culture, en bas à droite, vous voyez qu'on a également des exemples de surperformance d'entreprises dans laquelle la culture est forte, dans laquelle les personnes se sentent bien. C'est la courbe rouge de surperformance par rapport à la courbe moyenne qui est en bleu. Et vous voyez quand même qu'il y a une différence significative entre les deux. Maintenant, ce ne serait pas forcément uniquement la bonne raison de se dire il faut travailler sur sa culture et sa valeur pour générer de la performance. Je pense qu'il est le plus important aussi comme dirigeant d'entreprise, ce qu'on cherche à réaliser, c'est réussir à embarquer ses équipes, les sentir bien, les sentir alignés, leur donner envie d'eux. Et l'exemple qu'on aime bien citer, c'est celui d'Hubert Joly. Hubert Joly qui est français, mais qui a beaucoup vécu aux États-Unis et qui, là-bas, a pris la responsabilité de Best Buy, qui est un peu le Fnac Darty américain. À un moment où Best Buy était dans une situation très compliquée, attaqué par Amazon, et où tout le monde prédisait que Best Buy allait sûrement aller au tapis. Et Hubert Joly a décidé, par conviction probablement, et sûrement, de se focaliser avant tout sur les équipes et sur l'humain. Et donc, il a beaucoup travaillé autour de ça avec les équipes. Il a construit tout un schéma autour de la raison d'être, qui est d'enrichir les vies avec la technologie. Il a donné beaucoup d'autonomie à ses équipes. Il a défini, alors pas tout seul quand je dis là, mais l'entreprise, il a impulsé le fait qu'ils travaillent sur leurs valeurs, que ces valeurs ne soient pas seulement des mots, mais soient également déclinées en comportement, que la raison d'être ne soit pas seulement une phrase, mais également déclinée en engagement. Et il a vraiment travaillé au fait que ce soit tous les jours incarné à tous les niveaux de l'entreprise.
on vous a mis 2 slides là-dessus parce que c'est vraiment intéressant de creuser sur ces sujets et de voir que, bien évidemment, au final, il y a une performance. Si vous avez le temps, il y a un magnifique livre qu'il a écrit et qui raconte tout ça, qui s'appelle « L'entreprise, une affaire de cœur ». Vous voyez que là, on est vraiment sur le sujet de la culture, on est sur le sujet de l'humain et on est sur le sujet des valeurs. Et c'est ce qui a fait la différence pour Best Buy et c'est ce qui continue de faire la différence pour beaucoup d'entreprises. Farida, merci. Alors, pour finir, c'est aussi important de dire, je l'ai précisé au tout départ, que il faut cet alignement. L'alignement entre une raison d'être, une stratégie et puis la culture. Mais il faut aussi un alignement personnel du dirigeant et du comité de direction. Si la raison d'être et la culture définie et les valeurs ne sont pas très proches des valeurs des personnes du comité de direction et de la direction générale, ça va être problématique aussi. Là aussi, il est important qu'il y ait un alignement et une incarnation entre ce que l'on dit, ce que l'on est et ce que l'on fait. Ce n'est pas évident tous les jours parce que de temps en temps, forcément, il y a des tensions intérieures. Mais c'est important de montrer cet alignement aussi entre qui on est au plus profond de soi, comment on s'implique, comment on dit les choses et comment on les fait. Et cet alignement est d'autant plus important qu'on commence aussi à avoir des études c'est notamment avec HEC, il y a une étude qui est en train de sortir sur justement cet alignement entre la raison d'être et les valeurs et l'incarnation qui en est faite par les dirigeants et les managers intermédiaires et qui démontre qu'en effet, si il y a une disconnexion, une différence entre ce qui est annoncé, proclamé et ce que va faire ou dire ou comment va être l'attitude d'un manager, eh bien, il y a directement un impact sur l'engagement des employés. J'insiste beaucoup sur ce terme d'engagement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les dernières études Gallup qui donnent les niveaux d'engagement, la dernière fois que j'en parlais, on était à 15%. Là, on est en train de tomber en dessous de 10% de niveau d'engagement des employés. Alors, c'est au niveau monde, mais c'est quand même un vrai sujet. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il y a à la fois l'engagement individuel qu'il faut réussir à générer au niveau de chacun des employés, qui commence par le propre engagement de la direction générale et du comité de direction, et qui doit être bien évidemment aligné avec l'engagement de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise. Et cette entreprise-là doit être aussi engagée elle-même au travers de sa démarche RSE pour contribuer à faire quelque chose de meilleur au sein de la société. Et ce sera mon dernier slide. Oui, merci Valérie pour tous ces apports. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les prendra à la fin de l'intervention. Donc, on va passer à un retour d'expérience, celui de Jennifer Josh de la société Pays Install dans l'Ain. Donc, Jennifer, vous êtes en charge, entre autres, de la communication, la sécurité, l'environnement et la RSE. Donc, quand on a préparé le webinaire, vous disiez que vous étiez aussi en charge finalement de tout ce qui était un peu transverse. Et vous allez nous expliquer un petit peu comment s'est passée la démarche au niveau donc de Pays Install. Je vous laisse la main, Jennifer. Merci Farida. Effectivement, Pays Install, pour faire une présentation rapide, est une société installée dans l'Ain depuis 2001. Spécialisée dans la mise en œuvre d'espaces à ambiance contrôlée. Donc, on travaille qu'avec des entreprises, plutôt des entreprises de l'industrie ou de l'industrie pharmaceutique, par exemple, ou agroalimentaire. On fabrique ce qu'on appelle des enveloppes, plafond, cloison, porte, pour des salles propres, des chambres froides, des grandes cuisines. Un secteur bien spécialisé. Notre particularité, c'est que nous sommes uniquement installateurs par rapport à nos confrères qui, la plupart du temps, sont et fabricants et installateurs. Et là, il y a aussi un impact là-dedans par rapport à la démarche RSE, tout simplement. Pays Install, on accompagne ses clients de l'étude de projet à la maintenance après-vente. Donc, l'accompagnement, que ce soit auprès des clients, des fournisseurs ou même donc, ce qu'on appelle les parties prenantes ou parties intéressées,
fait partie de l'ADN de Pi-Install. Pi-Install, vraiment, c'est toujours organisé autour d'une logique chantier, mais en mettant toujours l'humain au cœur de son organisation. Donc pour la slide suivante, quelques petits éléments chiffrés. Donc effectivement, création en 2001, un chiffre d'affaires de 33 millions en 2023 pour Pi-Install. Pi-Install, c'est aussi un groupe aujourd'hui. Nous avons racheté des entreprises dans le même secteur d'activité, implantées donc pour avoir vraiment un maillage national, et puis un petit peu en Suisse, puisqu'on était très centré sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une très belle région, mais on aime bien aussi aller ailleurs. Et puis l'objectif, c'est de développer pour toutes ces filiales et au cœur de toutes nos agences la même organisation. Donc un mode opératoire bien spécifique, un accompagnement de nos équipes, des process qui ont été bien éprouvés sur Pi-Install, donc à développer pour l'ensemble des filiales. Aujourd'hui, le groupe représente 168 personnes. Nous avons effectivement une raison d'être qui a été construite grâce à un groupe de travail RSE, donc qui est aujourd'hui bâtir ensemble des espaces qui nous rassemblent. Donc, on s'approprie vraiment notre raison d'être et on met en avant le fait que nous sommes vraiment une équipe, que les uns sans les autres, nous ne sommes rien. Donc, vraiment, encore une fois, les hommes et les femmes font toute l'entreprise. Les valeurs qui sont ressorties aussi de ce groupe de travail donc, sont la confiance, l'écoute, la cohésion donc, et l'équité. Et donc nos démarches aussi aujourd'hui, donc nous sommes Calibat pour le côté vraiment métier, donc professionnel, le travail, la reconnaissance de notre travail dans les règles de l'art, l'ISO 45001 pour tout ce qui est santé, sécurité au travail, et l'ISO 14001 qui est en cours, donc avec un audit initial qui aura lieu en mai prochain. La slide d'après, donc la démarche RSE, finalement, avant 2021, Pi-Install faisait déjà de la RSE sans le savoir. Parce qu'effectivement, avec le côté humain, donc ça tombe bien, nous sommes dans un webinaire plutôt axé RH. Sans les RH, sans l'humain, il n'y a pas de RSE, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas. Donc, Pi-Install faisait déjà depuis un petit moment de la RSE sans le savoir. Et il nous suffisait juste de mettre un peu à la lumière là-dessus. En mai 2021, nous avons initié une démarche RSE en discutant, on va dire, on entendait de plus en plus parler de la RSE. Pi-Install est assez novateur dans son domaine d'activité. On s'est dit, bah tiens, on a la FFB qui nous met à disposition la création d'un premier rapport RSE. Donc, on s'est lancé là-dedans. Un rapport très, très basique avec vraiment les axes, les piliers de la RSE classique, hein, l'éthique, l'environnement, l'humain, l'ancrage territorial. Et en juillet 2021, un client nous demande de compléter le questionnaire EcoVadis. Et là, bingo, on se dit, bah, on y va. C'est l'occasion voilà, de mettre vraiment les pieds dans le plat et d'y aller, d'approfondir notre démarche. Donc, ça nous a pris tout un été. Ça continue de nous prendre un tout petit peu moins que tout l'été, mais quand même beaucoup de temps. Ça a payé puisque nous avons eu la médaille de bronze EcoVadis. Et lors de ce questionnaire, nous avons tout simplement mis en avant tout ce qui avait déjà été fait par Pi-Install. On n'a pas cherché, on n'a pas fait de greenwashing ou de ce genre de choses. On a vraiment été très factuel. Donc, et puis EcoVadis, je ne sais pas si vous connaissez, c'est donc un référentiel, on va dire RSE. Donc, c'est pas un label, c'est voilà, on répond à un questionnaire, on a une certification, une médaille, et qui nous demande de justifier tout ce qu'on peut avancer. Donc un peu comme dans une certification aussi ISO. Donc voilà, en début 2022, on s'était dit qu'on allait justement structurer notre démarche, s'impliquer encore plus. Hein, ça vient encore une fois, comme pouvait le dire Valérie, de la direction. Hein, tout ça est impulsé par la direction, soutenu par la direction, mais par l'ensemble des collaborateurs. Donc on a créé un groupe de travail RSE avec des personnes représentant les différentes fonctions de l'entreprise. Donc, que ce soit un membre de la direction, un membre de la santé et la sécurité, un chef de chantier, un chargé d'affaires, un chargé d'études. Voilà. Et donc, on a construit une équipe comme cela. Et donc, ça nous a permis de structurer nos démarches et de définir la raison d'être et les valeurs que vous avez vues précédemment. Depuis 2022, bah voilà, on continue à faire de la RSE, hein, on avance, c'est de l'amélioration continue, comme beaucoup de démarches. Aujourd'hui, nos piliers ont changé, sont un peu moins classiques. Ces piliers ont également été définis lors de notre groupe. Donc, ils s'articulent. Donc, on a la vigilance et la sauvegarde. Donc, et là, on a toutes les questions relatives à la protection de l'homme et de l'environnement. L'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui.
la transmission et la solidarité avec encourager, accompagner nos équipes, la montée en compétences, mais aussi les associations locales dans leurs évolutions. On soutient beaucoup d'associations locales, que ce soit donc en Rhône-Alpes, parce que le siège est en Rhône-Alpes, mais également les associations de nos collaborateurs qui sont dans toute la France. On ne soutient pas toutes les associations, mais quand il y a une demande d'associations sportives, voilà, ou culturelles, de collaborateurs dans l'ensemble de la France, on soutient leurs associations. Le respect et l'éthique, bien évidemment. Donc là, c'est vrai que c'est traiter tout le monde de la même façon, avec la même équité, la même éthique, le même respect, que ce soit un client, un fournisseur, nos collaborateurs, bien évidemment, quelle que soit la fonction qu'on puisse avoir, l'endroit où on vit, l'âge, le sexe, tout le monde. Donc, c'est respect et l'éthique d'une façon générale, et l'exigence et l'expertise, qu'on n'oublie pas que nous sommes une entreprise, et effectivement, que si on ne fait pas de bénéfices, si on n'avance pas, et si nous ne sommes pas viables économiquement, toutes les RSE n'existent pas. Donc, toujours essayer d'être novateur, travailler avec nos partenaires, nos fabricants, nos fournisseurs pour avancer dans notre démarche RSE. Et donc, comme vous le voyez, nous avons continué. On a continué à avoir nos petites médailles EcoVadis régulièrement. Voilà pour moi. Donc, merci Jennifer. Peut-être juste avant de passer au témoignage de Monsieur Broyer, si vous pouviez nous apporter un petit peu des éléments un peu plus RH par rapport à la mise en place de cette démarche. Est-ce que ça a eu de l'impact en termes d'attractivité, fidélisation, voire de bien-être au travail par rapport à Pays Install et aux salariés? alors, je ne sais pas si ça a eu un impact directement. En revanche, encore une fois, nous sommes très, très axés vers l'humain. Donc, effectivement, on a un turnover qui n'est pas très élevé. On recrute plutôt facilement. L'entreprise, effectivement, est connue aussi pour son bien-être au travail, pour sa qualité de vie au travail. En 2021, on avait fait une première enquête de qualité de vie au travail avec Choose My Company. Donc, on s'était retrouvé avec un taux de recommandation de plus de 90%. Donc, ça a prouvé que voilà, vraiment les salariés, on a eu 60% de taux de participation. Les salariés mettaient vraiment en avant ce bien-être, cette communication avec la direction, ces échanges, cette évolution qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que la partie RH chez nous est très, très importante. On recrute d'une façon, la plupart du temps, en intérim. On laisse les gens travailler pendant 1 an chez nous, donc sur les monteurs essentiellement. Au bout d'1 an, s'ils nous correspondent et qu'on leur correspond, on leur propose une formation, un certificat de qualification professionnelle. Et une fois qu'ils ont validé leur certificat de qualification professionnelle, ils aboutissent à un CDI directement. Et ça, c'est en fait une formation donc professionnelle quand ils rentrent en entreprise, mais la formation, on a parlé de formation continue d'une façon globale pour l'ensemble des collaborateurs, c'est vraiment à mettre au mot. On essaye vraiment d'être à l'écoute des demandes de formation et de leur proposer des formations adaptées. Si on doit créer une formation, si on doit demander, on voit avec les centres de formation avec lesquels on travaille, notamment Efficlass, qui nous propose des formations sur mesure. Et donc, on essaye de former au maximum pour faire évoluer nos collaborateurs, que ce soit sur les collaborateurs terrain ou les supports ou les chargés d'affaires, par exemple, avec des actions qui ressemblent peut-être plus parfois à du coaching. Mais voilà, donc on a aussi de l'implication. Donc, dans les démarches, on communique énormément, de la communication interne. Donc, on est une entreprise aujourd'hui qui s'est beaucoup développée en national. Donc, on insiste sur cette communication pour que chacun connaisse un peu l'autre, parce qu'on se réunit une fois dans l'année, mais en une fois, quand on réunit plus de 100 personnes, on n'a pas le temps d'échanger avec tout le monde. La société a ouvert son capital aux salariés aussi l'année dernière. Donc, on a 45% des salariés qui sont rentrés en tant qu'actionnaires, qui détiennent aujourd'hui 5% du capital et qui participent à des groupes de travail. Donc, avec le CODIR, le comité de direction, on a 5 personnes. Pilote chacun un groupe de travail sur des sujets stratégiques, innovants, de développement, et pour vraiment écouter ce que les collaborateurs ont à apporter à l'entreprise. Et on ne va pas développer tous les thèmes, mais on en développe certains. Alors on a mis en place, par exemple, une charte
une charte fournisseur. Donc, on était déjà en train de travailler dessus dans le cadre de la RSE. Et on a justement missionné un groupe pilote là-dessus. Et on a abouti sur une charte fournisseur qu'on fait désormais signer à tous les fournisseurs avec lesquels on travaille, par exemple. Donc, une implication permanente, un dialogue aussi. Effectivement, dans mes multiples missions, je dois aussi me faire en sorte de maintenir le dialogue. Là, qu'on grossit, l'entreprise a toujours été perçue comme une entreprise familiale et on avait peur de perdre un peu ce lien-là. Donc, ça fait partie aussi de mes missions. On a une application Pi-Install sur laquelle tous nos collaborateurs peuvent avoir accès donc aux communications internes. Ont l'annuaire avec le numéro de téléphone de chacun, avec la photo et aussi la possibilité de faire des retours terrain, que ce soit une boîte à idées, on a la boîte à idées, on a les bonnes pratiques, on a un problème chantier, on a des causeries sécurité, etc. Et en fait, c'est moi qui traite tout ça. Et l'objectif, c'est que je leur apporte une réponse, quelle que soit la question, ils auront une réponse à apporter. Et il y a un suivi de ces retours terrain qui a été mis en place vraiment depuis une petite année et qui est pour le coup fait en sorte qu'on se sente bien dans l'entreprise, qu'on échange, qu'on reste en contact. En fait, c'est ça la clé. Et la RSE, c'est aussi ça. La RSE, sans les RH, on n'est pas grand-chose en fait. Parce qu'on a l'éthique, on a aussi le respect de chacun, savoir respecter chacun et traiter tout le monde de la même façon, faire évoluer. Effectivement, on a des gens sur les chantiers parfois qui, en vieillissant, ont moins envie de travailler sur les chantiers. On leur propose aussi de former. Donc, les formateurs au CQP, ce sont que des gens de chez Pi-Install, quasiment. Voilà. Toutes les compétences qu'on a chez Pi-Install. Donc, comme ça, on crée encore du lien. Voilà. On garde ce lien. Là, on a évolué. On connaît le terrain. On connaît ce que vous avez vécu. C'est vraiment garder toutes ces valeurs et échanger tout ça avec nos collaborateurs. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. D'autres questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Jennifer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Jennifer, on les prendra juste après. Donc, le témoignage de Monsieur Broyer, Axel Broyer, donc directeur des programmes chez Néret, qui va nous expliciter un petit peu la démarche dans cette entreprise. Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, rapidement, un ou deux slides pour donner un peu le décor de la société. Donc, Néret est un groupe qui a fêté ses 200 ans l'année dernière. Donc, c'est une société familiale bicentenaire. Aujourd'hui, dans le groupe, il y a 3 structures. Donc, on est essentiellement des industriels. 50 millions de chiffre d'affaires cette année, donc une hyper croissance sur les 10 dernières années. Et on a environ 200 collaborateurs en Auvergne-Rhône-Alpes et 1200 dans le monde. Voilà, si on peut passer à celle d'après, l'idée c'est simplement de planter le décor. Donc aujourd'hui, nous, effectivement, on a un positionnement d'offre plutôt d'ingénierie créative, c'est-à-dire qu'on va répondre à des problématiques de nos clients en apportant des solutions voilà, d'ingénierie. Je vous expliquerai un petit peu les différents métiers qu'on a. Ce qui est important sur notre positionnement, c'est que 90% de notre chiffre d'affaires, on le fait avec la clientèle du luxe. Donc, tout à l'heure, on a vu dans l'introduction que Valérie a fait, il y a la première data du RSE, c'est souvent pour les clients. Et nous, là, on a des clients extrêmement exigeants. Donc, c'est sûr que ça nous booste, c'est un catalyseur, peut-être par rapport à d'autres structures qui auraient peut-être moins de contraintes externes. Donc, ça aussi, nous, il a fallu qu'on l'accepte et qu'on le prenne en compte, en fait, dans nos démarches. Mais sans en faire une contrainte, évidemment. Voilà, donc rapidement le métier, de l'impression, du tissage, de la confection, du façonnage et de l'injection. Donc, je pense qu'on peut passer rapidement là-dessus, c'est pas le devis du jour. Un point qui est important, et ça je rejoins le commentaire qui a été fait avant, c'est vrai qu'on a implanté dans le monde entier. Quand un client en fait vous audite, notamment au niveau du social, il audite les sites français, mais il audite aussi tous les sites dans le monde. Donc là aussi, en termes d'harmonisation, en termes de pratique, nous, ça nous oblige effectivement à être toujours plus exigeants envers nos collaborateurs afin d'harmoniser les pratiques, mais également pour comprendre dans chaque territoire quels peuvent être les vecteurs clés d'attractivité au niveau de la RSE. Et je pense que tout le monde comprend qu'entre un salarié français, tunisien, malgache ou chinois, on n'a pas du tout les mêmes motivations.
Donc là aussi, nous, ça nous oblige, pour avoir quand même une cohérence, à aller chercher finalement quels sont les axes pertinents. Alors, il y a toujours de la cohérence, on va dire, groupe, mais chaque point, chaque lieu a une spécificité. Donc voilà un peu pour l'aspect mondial. Donc nous, notre démarche RSE, c'est vrai que l'idée, c'était pas tellement est-ce qu'on fait de la RSE parce que finalement tout le monde en fait, mais c'était bien la question en 50 ans, 60 ans, comment on va la transformer, comment on va la mettre au bout du jour. Aujourd'hui, en termes de fidélisation, on a des salariés qui sont là depuis 40 voire 50 ans chez nous. Donc en fait, on se remettait pas trop en question sur notre quotidien, sur l'animation du quotidien. Par contre, là, on se remettait en question, c'était de se dire oui, mais aujourd'hui, les attentes des collaborateurs d'hier sont plus celles d'aujourd'hui. Si on veut que ceux qui rentrent demain restent 40 ans chez nous, sur quel point on doit les embarquer. Donc nous, nos dernières réflexions, elles ont été beaucoup autour de ça. Donc effectivement, en termes d'actions concrètes, on travaille avec beaucoup d'associations qui sont proches de notre bassin. Donc, on a le Centre forésien de services social, dont l'entreprise à la présidence, c'est des assistantes sociales qui seront à disposition dans les entreprises, on va dire, pour traiter toutes les problématiques du quotidien, les salariés aidants, les problèmes de retraite, les problèmes de paye. L'idée, c'est de décorréler un peu ça des sujets du RH pur, mais en tout cas en apportant un service à nos salariés concret avec une personne qui est présente physiquement dans notre entreprise. On parlait tout à l'heure effectivement de la partie accompagnement, formation, pré-embauche. Nous, on travaille avec un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui s'appelle Indissoir, qui va nous permettre effectivement de travailler peut-être sur des profils qui seraient pas orientés uniquement sur l'industrie, mais sur lesquels on va les amener, et notamment par les valeurs qu'on a aujourd'hui. Ça, je pense que c'est un des vecteurs, avec des vecteurs clés. Et puis un certain nombre de partenariats effectivement avec des associations. On voit que ça, c'est un vrai plus parce que, comme on disait dans l'introduction, il faut qu'il y ait une corrélation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, cette dynamique d'association, elle est très concrète pour les uns pour les autres. Ils peuvent à la fois le voir dans l'entreprise, mais ils peuvent aussi le voir à travers les différentes structures, type musée, lycée, partenariat, et donc avoir il y a un vrai impact en fait de l'entreprise dans l'environnement local. Voilà pour cette slide. Si on peut passer à celle d'après. Donc effectivement, beaucoup de certifications environnementales. Alors ça, c'est pas tellement pour faire un état des lieux et puis pour vous donner une liste de ce qu'on a pu faire. Il y en a qui sont certaines sur le coton, d'autres sur le papier. On est EcoVadis également, ça a été abordé avant. Là, c'était plutôt pour vous montrer que la multiplication des obligations qu'on a vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis du système, en fait, elle doit transpirer dans tous les services de l'entreprise. Et en fait, là, dans tous ces labels, on va surtout retrouver la production, on va retrouver bien évidemment le SMI, on va retrouver le commerce, on va retrouver toute la partie RSE, HSE dans les entreprises. Donc en fait, on est global. Ça, pour moi, il y a vraiment un point qui est arrivé là ces 5 dernières années, 10 dernières années, c'est qu'en fait, il n'y a plus un seul secteur de l'entreprise qui est épargné, on va dire, par l'impact du RSE. Et donc, le recrutement, en fait, doit le prendre en compte à tous les niveaux. Avant, on se disait, bon, c'est peut-être plutôt, voilà, nouveaux cadres, des ingénieurs un peu spécialisés sur des dispositifs. Mais en fait, aujourd'hui, on voit que ça part de l'opérateur machine jusqu'au cadre dirigeant. Donc, on doit aussi adapter les discours parce que si on veut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'a acté en gouvernance la direction, elle doit être déclinée aussi à chaque niveau, mais surtout compréhensible par la personne qu'on va recruter. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de travail sur finalement l'adaptation, les valeurs, qu'est-ce que les différentes personnes peuvent attendre, quels sont les actes concrets que l'entreprise va faire et comment elle va le communiquer. Ça, je rejoins effectivement ce qui a été dit avant. La communication interne, ça devient un enjeu très performant parce que si vous donnez plein de chiffres un peu perturbants, les gens se disent oh oui, ça doit être sûrement bien. Par contre, s'il y a des actions concrètes, parfois des choses extrêmement simples, en fait, ça permet d'embarquer
on ne peut pas embarquer tout le monde en même temps, mais par contre, le fait de répéter les choses, voilà, c'est un peu comme une notion de publicité, hein, il faut répéter, répéter, puis au bout d'un moment, ça vient. Donc voilà, on a beaucoup travaillé sur la partie co-conception. Et puis effectivement, ça c'est un peu en lien avec ce que je disais en introduction tout à l'heure, c'est qu'en fait, du fait de notre implantation internationale, ça nous a demandé quand même beaucoup de réflexion sur, encore une fois, qu'est-ce qu'on pouvait adapter en fonction des différents besoins. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont venues par les audits locales, parce que finalement, elles faisaient remonter des points bloquants qui n'étaient pas les mêmes que lorsqu'on le faisait au niveau national. Et puis après, derrière, ça a été un travail généralement en groupe, sur des commissions qui se passaient tous les trimestres, voilà, avec un vrai partage d'idées de chaque collaborateur. Et en plus, on a pu travailler effectivement avec des cultures un peu différentes. Donc, on a eu un certain nombre de beaux succès en travaillant comme ça en groupe, on va dire multiculturel, qui nous ont permis de se dire, bah oui, attention que je communique avec les équipes de tel client, mais dans tel pays, il faut mettre plutôt ça en avant. Et à l'inverse, quand ils nous font des demandes, notamment autour de la RSE vis-à-vis de l'intégration, bah, c'est plutôt comme ça qu'il faut qu'on y réponde parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Donc ça a été un gros travail qui est toujours en cours, hein, bien évidemment. Et puis on parlait, là j'ai laissé cette slide, c'était aussi pour montrer que bah, finalement aujourd'hui on est de plus en plus connecté. Donc tout à l'heure on parlait d'EcoVadis. Aujourd'hui, un des critères d'EcoVadis, il va aussi scanner toutes les publications et parutions ou commentaires que les entreprises ont pu faire, notamment en lien avec la RSE, la qualité de vie au travail. Et en fait, elle va vous donner une plus ou moins bonne note si les parutions sont bonnes ou moins bonnes. Donc c'est vrai qu'on n'est pas toujours maître de ce qu'on fait. Et donc la veille est extrêmement importante, c'est assez chronophage, donc souvent c'est un petit peu le parent pauvre, c'est-à-dire finalement, bah, qu'est-ce qu'on pense de moi, comment on interprète ce que je fais à l'extérieur, est-ce que nos collaborateurs finalement sont fiers d'aller parler de leur travail quand ils sont en réunion de famille ou à travers des dîners amicaux. Donc ça, on a essayé un petit peu de l'évaluer et on s'est rendu compte que, bah, bien évidemment, en fonction des produits qu'on mettait en avant, la façon dont ça allait impacter le quotidien, bah, on trouvait des vecteurs assez forts en fait de fidélisation. C'est-à-dire si la personne se dit, bah oui, ce que je fais dans mon entreprise demain, bah, je le retrouve dans mon quotidien et en plus de ça, je trouve que ça a un impact favorable sur l'avenir. C'est un vrai vecteur de communication. Alors, toutes les entreprises, malheureusement, n'ont pas toujours la possibilité de le faire, mais c'est vrai qu'il est important peut-être parfois de se poser la question en disant, bah, finalement, dans ce qu'on a décidé en gouvernance, l'impact que ça va avoir au quotidien dans nos productions, alors que ce soit du service ou des produits, bah, finalement, bien expliquer aux collaborateurs l'impact que ça va avoir. Donc ça, on y a passé aussi beaucoup de temps et on voit tout de suite que dans les recrutements, ça a eu pour nous un impact assez fort sur la projection à long terme. Ce n'était pas tellement est-ce que je vous rejoins ou pas, mais ça a été plutôt de se dire bah, finalement oui, l'entreprise elle va avoir un impact positif sur les années à venir dans mon environnement. Donc du coup, bah, je suis peut-être prêt à faire d'autres compromis que d'autres. C'est un peu, moi je mets ça un peu en parallèle quand on a les phénomènes des très grosses structures qui disent bah, finalement sur mon CV, je vais faire apparaître telle ou telle entreprise parce que ça fera bien, donc je vais faire un petit passage là-bas et puis après j'irai me vendre ailleurs. Moi je trouve qu'on retrouve un peu plus ce phénomène là-dedans, c'est de se dire bah, je vais faire un passage dans une entreprise qui a des valeurs fortes, avec lesquelles je me sens bien, et après l'idée c'est est-ce qu'on arrive à les garder ou est-ce qu'ils vont aller derrière se vendre ailleurs. Donc ça aussi, on a un travail qui est assez fort là-dessus pour garder un petit peu captif tout ça. Si on peut passer au slide d'après. Il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus. Eh ben, parfait. Si, il y a les questions. Merci beaucoup. Juste, si je peux me permettre, juste pour compléter, parce qu'effectivement, il y a un point qui avait été avancé par Valérie
souvent on se dit, bah voilà, tout ça, ça va avoir un coût supplémentaire. Alors généralement, c'est quand même vrai. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on le retrouve quand même assez facilement derrière dans l'impact favorable qu'on va avoir vis-à-vis des clients. Donc pour une entreprise, c'est quand même bien. Et puis peut-être un partage d'expérience sur un dispositif qui s'appelle les ZVTE, donc les volontaires territoriales en entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des VTE qui sont très tournés, on les appelle les VTE verts, mais qui permettent effectivement d'aider les entreprises qui ont un vrai projet autour alors ça peut être le bilan carbone, ça peut être des analyses de cycle de vie, voilà. Mais nous, en tout cas, on sait qu'on l'a utilisé quand on s'est posé des questions à se dire, bah, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Ce genre de dispositif nous a permis finalement de pencher vers l'embauche d'un nouveau collaborateur. Et pour le coup, pareil, il y a un cahier des charges qui est imposé, donc ça restreint et ça oblige un peu l'entreprise d'aller un petit peu au bout de ce qu'elle a décidé en amont. Voilà. Super, merci beaucoup. Bien, on va passer à la partie questions-réponses. On en a déjà pas mal. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez bien avancé. interagir. Alors, la première, c'est combien de temps finalement entre la mise en place de la raison d'être pour chacun de vous et la mise en place de la démarche RSE, qui a été le laps de temps. Alors, je ne sais pas, Axel ou Jennifer, comme vous voulez. Nous, comme je vous disais, on avait déjà commencé notre démarche. Donc, ça nous a permis de la professionnaliser, de la marquer un peu plus. On le fait doucement, en fait. On ne veut pas bousculer les gens. Encore une fois, on est dans cette démarche, on s'améliore au fur et à mesure. On veut donner du sens. Et alors, je suis complètement d'accord aussi avec ce qu'on disait. Voilà, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et vraiment, c'est très important chez nous. Ça pourrait être un leitmotiv. Nous, on l'a peut-être fait de façon un peu particulière, mais ça, c'est normal, c'est notre entreprise. On essaye des choses, voilà. Et les gens, en fait, c'est tellement, ça nous ressemble tellement cette raison d'être que, voilà. En fait, elle s'est instaurée toute seule chez nous et on l'a, voilà. Et encore aujourd'hui, on cherche pour le coup à l'imposer un peu plus. On va dire dans nos supports de communication, on l'a pas encore assez développé. Donc, mais en revanche, ça donne une très bonne base. Et là, ça a achevé la démarche. Voilà. Au début, on était un peu amateur. Là, on est vraiment, c'est un engagement, c'est une démarche. On emploie des mots forts et on en parle régulièrement, effectivement, auprès de nos équipes. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est difficile de donner vraiment une durée. Après, pour moi, le point d'étape, c'est déjà de faire l'état des lieux, de se dire, mais qu'est-ce que je fais sans trop le savoir. Et après, effectivement, c'est vers où je vais. Aujourd'hui, je pense que c'est forcément des démarches qui sont pluriannuelles, hein. On peut pas tout faire en une année parce que ça impacte. Donc, moi, je dirais, en tout cas, en dessous d'un an, c'est difficile de bien évaluer, de mettre en place, on va dire, un outil décisionnel des trajectoires qu'on veut mettre en place. Et je rejoins encore une fois, il faut aussi prendre le temps, et ça, on est sur de la pédagogie, d'embarquer la direction parce que sinon, ça marche pas. Donc, je dirais que moins d'un an, ça me paraît quand même très compliqué. Et puis après, de toute façon, c'est des éléments qu'on est sur du temps long. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde va devoir y passer un peu d'une façon ou d'une autre. Donc, ce qui est agréable, je pense, c'est d'arriver à mettre en place des petits indicateurs simples pour voir l'évolution et puis de se rassurer, est-ce que la démarche est bonne. Mais voilà, je pense qu'en dessous d'un an, c'est quand même très compliqué de faire mieux. Oui, je rajoute que les raisons d'être et les valeurs, avant de les valider et de communiquer dessus, ont été validées par l'ensemble du comité de direction, même si on avait un membre du CODIR dans le groupe de travail, et par le CSE. Voilà. Normalement, c'est comme tout, comme un règlement intérieur, comme tout, on fait tout valider par ces deux instances. Je voulais juste demander à Valérie si elle pouvait compléter. On est en ligne. Je compléterai en disant qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que répondre à la question est un peu compliqué. Là aussi, c'est une notion culturelle de à quel rythme va d'habitude l'entreprise pour mettre en place un nouveau projet. Prendre en compte le fait que là, on est sur un projet qui touche profondément à l'humain et donc qui est naturellement plus long. Parce qu'il faut le temps de, on va dire, la gestation, de la digestion, de l'adhésion. Donc tout ça, ça peut prendre du temps.
Et puis, se rappeler que ce sont des démarches de progrès et donc forcément y aller pas à pas avec une notion d'ambition qui peut aussi évoluer au fur et à mesure de la démarche. Donc, ne pas forcément viser à sauver le monde et la planète dès le départ, mais se dire qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, et puis au fur et à mesure se rendre compte qu'on peut aller encore plus loin, et donc en fait continuer à avancer et à renforcer cette démarche pour arriver pour certaines entreprises, et c'est ce qui sera demandé par le reporting de durabilité européen, à aussi aller jusqu'à challenger son modèle d'affaires et se demander, mais finalement, est-ce que je ne peux pas encore aller plus loin en essayant de vraiment me questionner sur comment mon modèle d'affaires contribue. Donc, répondre simplement à la question, ce n'est pas évident. Merci. Alors, comment on peut mesurer l'engagement individuel d'un salarié? Ça, c'est une bonne question. La mesurer, c'est peut-être difficile. Par contre, nous, on a pu le voir peut-être, alors c'est pas forcément individuel, mais finalement, qui participait à tel type d'événement. Voilà, en fonction des thématiques qui étaient abordées, en fonction, on va dire, du sorte de volontariat, de participation à différentes commissions, en tout cas partage, on voit effectivement si les choses touchent plus ou moins les personnes, et donc du coup, de sentir un investissement plus ou moins important. Après, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les nouvelles générations disent plus facilement les choses, disent plus facilement quand elles adhèrent ou elles n'adhèrent pas. Donc c'est vrai qu'on a ces retours un petit peu plus qualitatifs que quantitatifs. Mais on voit quand même qu'il y a une vraie sensibilisation. Alors ça peut passer par des mises en place d'ateliers autour de la RSE. On voit quand même qu'il y a beaucoup de participation et que généralement les gens ne regardent pas ça de loin et qu'ils ont envie de participer. Moi, je compléterais en disant que il y a cette notion de recommandation que Jennifer a mentionnée, c'est-à-dire quand je suis à la recherche de nouveaux talents, est-ce que je peux m'appuyer sur mes collaborateurs pour m'aider à aller trouver d'autres personnes? Ça, c'est toujours quand même un signe de à quel point je suis bien et je suis prêt à recommander l'entreprise. Il y a bien évidemment, comme l'a dit Axel, le niveau d'implication sur des projets qui ne sont pas écrits dans la fiche de poste et donc qui montrent qu'il y a une envie d'aller au-delà. Par contre, c'est surtout pas le nombre d'heures au travail. Ça, je pense que c'est absolument pas la bonne mesure. Je pense que ça l'a été pendant peut-être un peu trop longtemps en France, un certain présentéisme, mais on sait bien que c'est pas ça qui montre l'engagement. Après, sur l'engagement collectif, vous avez bien évidemment un certain nombre d'outils qui permettent de mesurer l'engagement, mais qui, sur le dos de l'anonymat, ne vont pas permettre de vous dire c'est plutôt telle ou telle personne. Vous pouvez découper par département, par service, mais jusqu'à une certaine limite, justement, pour ne pas dévoiler l'engagement personnel. Alors, justement, une question sur l'outil. Jennifer, vous avez parlé d'une application tout à l'heure qui vous était propre. Enfin, oui, qui vous était propre. Et du coup, quel est son nom? Ou est-ce que c'est vraiment propre à l'entreprise Pi-Install? Non, c'est une application qui s'appelle Pi-Install, donc propre à Pi-Install, ce qui a été créé de toute main par notre service informatique, qui s'occupe aussi de l'ERP en interne. Effectivement, c'est un outil qui est dédié à Pi-Install. Donc aujourd'hui, on communique sur cet outil-là et sur des WhatsApp d'entreprise. L'objectif, c'est demain de tout passer sur cette application. Donc aujourd'hui, on saisit nos congés sur l'application. Les monteurs ont accès à leur planning sur l'application et rentrent leurs heures sur l'application.
On a le suivi des voitures, du kilométrage, les notifications, attention, hop, la révision arrive, bon, même si on a un service en interne qui s'occupe de cela. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, tous les retours terrain dont je vous parlais tout à l'heure, avec le suivi. Voilà, quelqu'un qui a fait un retour terrain, et là, le suivi à côté, une petite enveloppe jaune, verte, rouge pour savoir si c'est reçu, traité, en cours de traitement, avec la réponse qui va avec. On a l'annuaire, on a tous les documents. Donc, ils ont même, pour les monteurs sur chantier, ils ont tous leurs documents personnels, donc les attestations de formation, leur carte d'identité même en copie, si jamais ils ont besoin de les montrer ou de les envoyer aux clients. Je crois que je regarde mon application, je vous dirais. Et voilà, donc ça c'est et on a aussi un quiz sécurité, par exemple. Donc même les intérimaires ont accès à cette application-là. Et quand on rentre, on est obligé de remplir un quiz sécurité. Et donc là, ça nous permet aussi nous, après analyse, de revoir, de voir revenir vers les gens pour dire bon bah, voilà, là bon c'était pas forcément la bonne réponse. Est-ce que tu comprends pourquoi? Voilà, ça nous fait aussi, on essaye de déclencher les sujets de discussion aussi grâce à cela. Et puis, non, moi, je crois qu'on est pas mal. Je crois que j'ai fait le tour un peu de tout ce qu'on avait. Donc, une application propre à Pi-Install et qui est un vrai outil de communication aujourd'hui et voilà, qui est très, très important pour nous. Merci. Alors finalement, la mise en place d'une telle démarche, est-ce qu'on peut se réaliser en interne ou nécessite vraiment un regard extérieur? Et les certifications, est-ce que c'est une source de regard extérieur plutôt que de contrôle? Alors, non, alors sur les parties certification, c'est surtout du contrôle, puisque l'objectif, c'est quand même de voir si oui ou non on rentre dans les attendus et dans les critères. Donc là-dessus, il y a une notion de contrôle. Après, voilà, là où je rejoins, c'est que souvent, finalement, c'est des choses que l'on fait, mais qu'on n'a pas peut-être formalisé, documenté, organisé. Donc en fait, ça va obliger à écrire, à structurer les choses. Donc ça, généralement, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est souvent du temps, mais c'est généralement bénéfique. Après, pour moi, c'est comme dans beaucoup de choses, il faut quand même un moment un regard externe. Alors ça peut être facile, les attentes des clients, les attentes des fournisseurs, c'est déjà généralement extrêmement riche en termes de visualisation, de comment on est perçu. Il peut y avoir aussi bien évidemment des audits ou en tout cas des questionnaires internes anonymes s'il faut, mais en tout cas pour remonter de la perception. Donc là, pour le coup, moi je pense qu'il est vraiment primordial de, peu importe la façon de faire, sans forcément parler par des prestataires externes, mais il faut quand même savoir vous positionner, enfin il faut que l'entreprise sache se positionner dans son environnement, sinon elle risque de prendre pour le coup des décisions et des trajectoires qui lui feront peut-être très plaisir à elle, mais qui seront peut-être pas forcément cohérentes avec les attendus, et pour le coup qui risquent de créer de la déception sur le long terme et du coup du désengagement. Donc là, pour moi, il faut vraiment pas travailler en centré sur soi-même, il faut vraiment prendre le temps. C'est pour ça, quand on parlait au début du temps du temps de déploiement, il y a quand même un temps d'analyse au début qui ne doit pas être renié et qui doit être fait de façon assez assidue sur différentes thématiques, que ce soit la micro ou de la macro. Je pense que ça dépend aussi de la ressource en interne. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, suivant les tailles d'entreprise, mais enfin en PME, ETI, on a rarement des ressources qui ne sont pas encore déjà occupées à 100%. Donc, quand il s'agit de rajouter une démarche RSE avec en effet un état des lieux pour savoir où on en est, et puis prendre du temps pour formaliser un certain nombre de documents, ce qui correspond un petit peu à la démarche pour une notation EcoVadis, ça peut être utile de se faire aider de l'extérieur pour la première année pour se lancer. Après, quand on est sur les sujets de culture et de valeur, c'est surtout de l'interne, bien évidemment. C'est l'ADN de l'entreprise, c'est son identité, c'est ce que disent les gens. Il y a bien évidemment des outils à l'extérieur qui aident à identifier ces sujets-là, mais ça sera quand même pas mal de mobilisation interne autour de ces sujets. Il faut que ce soit l'adhésion est critique.
J'ajouterais qu'on avait pris effectivement un prestataire extérieur, donc pour une petite durée, hein, on a eu trois réunions avec lui, vraiment pour nous aider à structurer, parce qu'on était très axé ISO, on est habitué, donc, et ça nous a énormément aidé pour le coup à répondre à toutes ces questions et entre autres à EcoVadis, mais pour structurer justement cette démarche RSE qui est un peu différente. Et après, c'est bien effectivement, on a le regard extérieur des clients, des fournisseurs, avoir une veille informationnelle surtout parce que ça évolue, on a des idées, enfin voilà, suivre des newsletters. Donc là, je pense que c'est très important pour les personnes qui sont impliquées dans la démarche au sein de l'entreprise et surtout consulter en fait ces équipes. Parce qu'effectivement, si on consulte toutes les équipes tout au long de la chaîne, on va dire, de production, et ben là, on va avoir des idées, on va pouvoir échanger, c'est surtout ça, je pense, effectivement. Alors, quand on n'a aucune connaissance et voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un pour mettre le pied à l'étrier, mais ensuite, c'est avant tout, effectivement, une démarche interne. Parfait. Alors, une autre question, est-ce que finalement, RSE et norme ISO 26000, c'est identique? Est-ce que c'est la même finalité? Vous avez 3 Moi, nous, on n'a pas la ISO 26000. Effectivement, non, pour nous, pour moi, c'est pas que ça a rien à voir. Il y a beaucoup de thématiques qui vont converger. Mais pour moi, la RSE, voilà, c'est la philosophie, c'est la gouvernance, c'est effectivement quelles sont les valeurs de l'entreprise. L'ISO va encore une fois permettre de structurer tout ça, d'aider à le faire valoir auprès de l'extérieur en utilisant voilà, le bon formatage, d'aider à structurer. Mais pour moi, l'ISO, c'est plus un outil que vraiment les valeurs profondes de l'entreprise. Donc, je ne pense pas qu'on puisse vraiment les mettre au même niveau. L'ISO 26000, c'est pas 26001, c'est pas une certification. Hein. L'ISO 26000 donne des directives qui s'appuient sur les objectifs de développement durable fixés par l'ONU, hein, tout simplement. Et donc c'est vraiment, on n'est pas sur l'ISO 14001, 9001, 45001, c'est du 26000, tout rond. Donc, on a des lignes directives, on n'a pas de certification aujourd'hui RSE à proprement dit. Après, on a des labels, effectivement, qui coûtent très très cher pour la plupart du temps, et on a un EcoVadis. Et après, comme disait Axel, selon vraiment les particularités du métier, on a des certifications, des PFC ou des FSC, voilà, là sur par exemple sur les matériaux. Voilà, c'est très spécifique. Mais de certification à proprement dit, telle que l'ISO, il y en a pas aujourd'hui. Voilà. Après, on peut se dire qu'on prend un peu de 9001, 14001, 45001, et on est déjà pas mal. Mais effectivement, après, la démarche est interne. Est-ce qu'aujourd'hui, ça apporte des affaires d'avoir dû être labellisé? Nous, pas encore, même si ce sont des clients qui nous ont demandé d'être EcoVadis. En revanche, être engagé dans une démarche RSE, oui, ça aide. Voilà. Mais entre un budget et une démarche RSE, aujourd'hui, nos clients n'ont pas encore franchi le cap. Je pense qu'il serait dommage d'aborder la démarche RSE comme quelque chose de technique et de trop cadré, où il faut cocher des cases. On serait dans une démarche un peu incrémentale, où on essaierait d'améliorer certains aspects. C'est important, mais ce qu'on essaie de transmettre aujourd'hui comme message, c'est que c'est avant tout un sujet d'ambition de l'entreprise, de qui elle est, de déclarer qui elle est, et d'être fière de comment elle fait les choses. C'est du domaine de la responsabilité sociétale, hein, c'est ce que veut dire RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, en quoi je suis responsable, exemplaire dans ma manière de prendre en compte mes impacts sur mes parties prenantes. Et ça, faire rentrer un business model d'une entreprise dans des cases, c'est un peu compliqué. Faire rentrer une vision, faire rentrer des valeurs et de la culture dans des cases, c'est compliqué. Donc, privilégier la réflexion, privilégier les discussions, les échanges en comité pour définir qui vous êtes, ce pourquoi vous existez, qu'est-ce que vous essayez de faire et comment vous souhaitez contribuer. Et puis après viendra
le temps de la formalisation de l'EcoVadis. C'est le même esprit avec le reporting européen de la CSRD qui invite vraiment, d'ailleurs, hein, dans les différentes étapes, à d'abord réfléchir sur son modèle d'affaires, sur qui on est, avant d'aller dans le reporting. Bien, merci à tous. Il est temps pour nous de clôturer ce webinaire. Sylvie, je te laisse peut-être le mot de la fin. Merci. En tout cas, je voudrais remercier Jennifer, Axel et Valérie pour ces témoignages d'expérience et de connaissances avec vous tous. On était presque 100 connectés, hein, donc ça se voit pas, mais on était quand même relativement nombreux derrière cet écran. Ce que j'espère, c'est que ça vous a éclairé, ça vous a apporté des réflexions sûrement à mûrir, hein, probablement, et quelle que soit la taille de votre entreprise voilà, pour laquelle voilà, vous prenez ces informations. Moi, j'ai retenu et j'aimerais partager avec vous peut-être quelques mots-clés voilà, de ce webinaire. Il est important, donc le premier, c'est d'être important d'être aligné en fait entre ce que l'on fait, ce qu'on dit et ses propres valeurs, et que tout doit être cohérent et doit être porté sur l'ensemble, voilà, direction, management, mais aussi auprès de l'ensemble des salariés. Et lorsqu'on est tous alignés, du coup, on a un impact très positif finalement vers l'extérieur, alors que c'est tourné vers l'intérieur, ça rayonne, je dirais presque, vers l'extérieur. Donc ça, c'est effectivement pour moi, je pense, quelque chose qui est à noter. Le sujet des labels, on a déjà fait un webinaire l'an passé que vous pouvez réutiliser sur notre site qui est en replay. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à vous reconnecter sur le site de l'agence et de le regarder si vous voulez approfondir ça. Ce que j'ai noté également, c'est que une communication interne régulière est quelque chose aussi de très, très important pour toujours rester aligné finalement. Je pense que c'est lié à ça. Je souligne la proposition aussi d'Axel voilà, sur les VTE, mais n'hésitez pas voilà, à vous tourner aussi toujours vers l'équipe parce qu'on voilà, on sait les monter avec BPI et voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, je dirais que selon la taille de l'entreprise, effectivement, Axel a quand même une entreprise mondiale, enfin, voilà, moins implantée dans le monde, c'est important aussi d'avoir cet alignement à l'extérieur et d'harmoniser les pratiques en fonction finalement de ses interlocuteurs et des coutumes locales. Donc ça, je l'ai noté. Et puis, effectivement, il y a des outils. L'idéal, c'est peut-être aussi d'avoir un regard extérieur, un démarrage d'accompagnement pour faciliter la photographie de l'instant T, de voir ce qui est déjà capitalisé, ce qui est déjà fait finalement, parce que la plupart, c'est déjà des choses qu'on fait tous hein, en entreprise. Et l'idée, c'est vraiment d'asseoir ce qu'on fait déjà, qu'on l'identifie, qu'on le complète vers voilà, cette vision vers laquelle on a envie d'aller et effectivement de poursuivre ça tout au long de la vie de l'entreprise parce que c'est effectivement une amélioration continue finalement dans l'entreprise. Et j'ai bien aimé aussi la dernière question sur le fait de la comparaison sur l'ISO 26000 et par rapport à la RSE. Et je pense que vous l'avez bien résumé en disant qu'effectivement, c'est pas une norme, c'est pas quelque chose qu'il faut absolument suivre. Par contre, il y a des bases sur lesquelles on peut se référer, mais la RSE, c'est beaucoup plus haut en termes de philosophie ou de vision, on va bien au-delà sur le portage par l'entreprise et les collaborateurs. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous. Ce que je souhaite, c'est que on ait pu vous apporter des éléments concrets dans vos pratiques à venir ou vos réflexions. N'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. Merci Aurélie d'avoir indiqué finalement les contacts selon les territoires et les départements. Et puis, merci à vous trois pour ce temps passé avec nous. Il est précieux. Le partage d'expérience est toujours très positif hein, en général. Et écoutez, un grand merci. Il me reste juste à vous souhaiter finalement un très bon week-end puisqu'on est vendredi. Voilà. Les prochains rendez-vous, je te laisse la main.
Voilà, prochain rendez-vous 14 juin en ce qui concerne les webinaires RH. Donc, on parlera toujours de RSE. Tiens, tiens. Et on abordera donc un autre angle, donc les nouveaux modèles de management et de leadership en lien avec cette RSE. Merci voilà, vous pouvez à Farida. Pardon ? J'ai oublié de remercier devant tout le monde Farida et Aurélie qui m'aident à constituer ces webinaires. Et voilà, c'est une aide précieuse, je tiens à le souligner. On est ravis et puis on vous dit la suite au prochain épisode. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.